2 pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2 pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial, pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres. Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous disons bienvenue dans le moment émission parlant qui c'est Code 2 sur la Storm TV. C'est avec un pile qui est content pour nous rentrer la carrière l'autre fois encore avec un autre invité qui ont l'autre directeur de l'autre institution dans l'État. Car on connaît son émission qui monte spécialement pour capable parler avec moun qui gagne une activité dans l'État, qui gagne une responsabilité dans l'État pour venir parler ensemble avec la population. Et ça fait que à soir, vous pouvez regarder ensemble avec moi un directeur qui gagne une institution qui lui-même l'a fait gestion li, qui gagne une importance totale, capitale dans la vie. Chaque monde qui vit sous terre, 27 000 km², parce que c'est une institution qui concerne des bails naturels, qui concerne les questions sismiques, qui concerne les questions énergie, qui concerne les questions mines qui dans le pays. Et surtout dans l'exploitation mine, dans l'exploitation, c'est des mots nous toujours que moun a fouillé yo pour yo capable prendre pour y faire caille ou du moins moun cap chercher mine, moun cap chercher l'eau et passer par là. Ça fait que à soya ou bien après-midi nous allons parler ensemble avec moun qui gagne lourde responsabilité ça, surtout grand pile bagay qui dit dans question mine en Haïti. Gen moun qui dit Haïti plein l'eau. Il y a des gens qui disent Haïti plein pétrole. Il y a des gens qui disent Haïti, son pays, nous avons 200 ans depuis blanc, il a ramassé pétrole, il a ramassé l'or, il a ramassé diamant, il a ramassé un paquet de bagailles. Dans le pays, il va jamais finir ramasser et puis nous-mêmes, nous sommes un pays pauvre. Et ça fait que nous cherchons un monde qui connaît, un expert dans la matière. Nous allons voir ensemble avec lui. Tout ça, nous avons dit à travers les rues dans le pays d'Haïti. Est-ce que c'est vrai? Pas déplacé. En réponse des exigences du métier de journalisme, comme dans d'autres métiers ou professions à interaction humaine, l'Institut technique de communication dans les médias vous apporte un programme de formation en journalisme de niveau professionnel d'une durée d'1 an sur plusieurs ordres. Ordre intellectuel, ordre méthodologique, ordre personnel et social, ordre de la communication. Ce programme vous permettra d'avoir la possibilité de poursuivre votre cursus dans des contextes différents et selon une pédagogie adaptée et d'obtenir un diplôme officiel attestant d'une formation qualifiante qui vous prépare au marché du travail. Il s'agit d'une importante source de motivation de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Conditions d'admission au programme: Bac 2 obligatoire, connaissances de base en informatique, être capable de faire une présentation orale en public, avoir du matériel de base, équipement audiovisuel. Si vous êtes intéressé, soumettez votre candidature par courriel ou email à écolevisioncommunication@gmail.com.
Bonsoir, DG. Bonsoir, c'est avec un peu de plaisir que je réponds à l'invitation Storm TV et avec un peu de plaisir que je passe sur l'émission Code 2. OK. Et en peu de mots, est-ce que vous êtes capable de dire téléspectateurs, téléspectatrices, qui est-ce? Oui. Bon, non pas moi, c'est Claude Prepti. J'ai une formation d'ingénieur civil, un diplôme que je prends à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Et dans la même faculté, j'ai fait une licence en géologie appliquée. Et après, j'ai étudié en France à l'École nationale supérieure des mines de Paris, côté que j'ai décroché un diplôme de géologue dans le Centre de géologie de l'ingénieur. J'ai fait un stage dans le bureau de recherche géologique et minière en France. Et je suis professionnel de l'administration publique. Je travaille dans l'État depuis 1976. Dans l'institution qui était l'INAREM, qui était créée en 1975, qui vient par la suite département des mines et des ressources énergétiques, qui vient transformer en 1983 en ministère des mines et des ressources énergétiques. Et à partir de 1986, j'ai transformé l'institution ça en bureau des mines et de l'énergie. Je fais toute carrière moi, dans le secteur minier, côté que je remplis tout poste administratif et technique dans l'institution. Côté me passer de chef de projet, chef de service, directeur, jusqu'à ce que je dis, moi c'est directeur général du mine avec énergie. Donc, je ne suis pas un monde qui lit rapport sur mine. Nous sommes acteurs principaux parce que je fais 40 ans dans le secteur, je travaille sur le terrain, je participe à l'évaluation richesse. D'ailleurs, en 1990, j'ai écrit un document qui est le potentiel minier haïtien en différents départements géographiques. Donc, nous disons exactement dans chaque département géographique qui potentiel qui gagne. Donc, je suis très au courant du potentiel minier. Donc, c'est pas. Je ne vais pas venir répéter ça, je dis. On connaît exactement ça, pays à gagner comme ressource, comme richesse. OK. Et ou très au courant des potentiels miniers qui gagnent dans le pays, quand il y a qui dit des questions mines dans le pays, est-ce que vous avez une vraie mission, institution ça que ou même vous diriger? Bon, mission Bureau Mine avec énergie, c'est concevoir, orienter, définir politique pays, Haïti, tout ce qui a rapport avec ressources minérales et ressources énergétiques. C'est ça qui est la principale mission. Donc, c'est yeux gouvernement dans tout ça qui concerne les ressources minières, tout ça qui concerne la géologie. Donc, c'est sous base ça, sous données ça que nous gagnons, que le gouvernement est capable de définir une politique. Donc, son choix, c'est sous base de données que nous gagnons. Donc, nous sommes là pour nous concevoir tout ça. Donc, c'est bras droit gouvernement, c'est l'autorité minière nationale. Donc, c'est les mêmes, et c'est le gouvernement qui va le choisir maintenant dans quelle direction qu'il veut aller avec les ressources. Avec les ressources. Est-ce qu'il y a une loi cadre qui permet que nous-mêmes nous agissions quant au niveau de questions mines et énergie? Est-ce que nous avons une loi cadre d'institution qui nous une force pour nous agir? Bien sûr, et pas oublier que l'institution minière créée en 1975 avec INAREM, qui était une loi organique. Et là, vient transformer l'INAREM en département ministériel, il y a l'autre loi organique en 1978. Et là, tout département, il vient changer en Haïti, il vient faire tourner ministère. Donc, le ministère des Mines, il y a une loi organique en 1983. Et à partir de 1986, il a transformé le ministère en bureau des mines et d'énergie. Et le bureau des mines a une loi organique qui réglemente. Et la loi organique, ça prévoit que le bureau des mines a sous tutelle ministère des Travaux publics. Il y a un conseil d'administration qui l'a pour gérer. Et c'est le ministre des Travaux publics là, qui préside le conseil d'administration. Il y a des membres et le directeur général là, c'est le secrétaire exécutif conseil. Là. Mais malheureusement, le conseil d'administration, ça n'a pas jamais formé. Il ne va jamais nommer membre. Donc, il n'a pas vraiment rempli le rôle qu'il doit remplir, qui a défini une grande orientation du bureau mine avec énergie. Mais parallèlement, le bureau des mines dirigé tout par un conseil de direction qui est formé de directeurs de toute direction. Et direction eux-mêmes, ils sont organisés en services et en sections. Le bail de direction, c'est qui direction? Il y a une direction de la géologie et des mines, qui occupe de géologie et de mines, et carrière tout. Il y a une direction de l'énergie, qui occupe de l'énergie. Il y a une direction administrative,
qui est là pour gestion financière et ressources humaines. Et nous avons une direction régionale dans le nord, qui est un bureau régional. Donc, pour le moment, c'est dans le nord seulement que nous avons une direction régionale. Mais nous avons appelé à des directions générales dans tout département, direction régionale dans tout département géographique. Et qui nous parler de carrières et mines? Bon, loi lui-même, loi minière, hein, ça, on parle de loi organique là. Mais loi minière, là, on fait distinction entre trois catégories de substances. Il y a des substances métalliques, que tout ça qui concerne cuivre, l'or, bauxite, aluminium, argent. Il y a des substances non métalliques, c'est matériaux de carrière. Et il y a des substances énergétiques, particulièrement les hydrocarbures, le gaz, charbon. Maintenant, la différence entre mine et carrière, le terme mine appliqué surtout pour substances métalliques. Donc, si on a exploité l'or, on a exploité cuivre, on est capable de dire que une mine cuivre, une mine l'or, une mine aluminium, bauxite. Mais si c'est matériaux de carrière, donc roche, sable, qu'on a exploité, le terme mine n'est pas utilisable. Je parlais de carrière. Donc, une carrière de sable. Affaire de mine sable là, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Non. Même quand on a dit. Non. Techniquement, hein, la terminologie, les gens qui connaissent, ils ne parlent jamais parler de mine sable. Ils parlent de carrière de sable. Alors, il y a une carrière à ciel ouvert, sur monde qu'on a plein. Il y a des carrières souterraines, côté qui sont capables de faire des tunnels pour aller exploiter les en bas terre. Ensuite, il y a des recherches pétrolières, tout côté qu'on va exploiter pétrole ou bien encore charbon. Donc, c'est différent ça qui gagne entre mine et carrière. Maintenant, on l'autre paramètre, c'est question permis. Permis de recherche ou bien permis d'exploration ou d'exploitation. Comment bureau a livré des permis de recherche? Bon, permis, ils même délivré en fonction de lois qui existaient. Et actuellement, la loi qui réglementait mine en Haïti, il daté de 1976. 1976. Donc ça fait près de 41 ans depuis qu'elle existait. Et la loi, ça prévoit que loi a une autorisation pour faire recherche, faire prospection ou bien pour l'exploiter, ou accorder des titres miniers. Il y a 3 catégories de titres miniers. Il y a un permis de prospection, il a pour garder le pays qui côté capable de voir une telle substance métallique. Il y a un permis de recherche qui permet de faire des forages en profondeur pour aller beaucoup plus loin avec les travaux. Et il y a un permis d'exploitation. Là, ça a toutes conditions réunies pour qu'il passe en phase d'exploitation. Maintenant, tout ça, c'est la loi 76 là qui réglemente. Maintenant, la loi entre la carrière, le matériau de construction, eh bien, en 1984, il est venu faire une loi qui réglementait spécialement matériaux de carrière. Donc, ce n'est pas même la loi 76 là encore. C'est ainsi que la loi ça prévoit que on n'a pas besoin d'un permis pour faire recherche carrière, matériaux pour carrière. On est capable de faire nous-mêmes. Mais à partir du moment qu'on a besoin d'exploiter une carrière, il faut qu'on permis qui est délivré par l'État haïtien et par le bureau des mines. Est-ce qu'on ferait pour ça ou bien c'est gratuit que nous? Bon, en principe, on demande pour faire, on demande, mais on demande de faire son territoire donné. Donc la loi fixe quantité qui superficie qu'on est capable de faire une demande pour lui. Mais on va payer une redevance superficiaire parce que permis on gagne pour 5 ans. Maintenant, en fonction de superficie pour gagner, on va payer un frais par kilomètre carré chaque année. C'est une façon pour éviter que mon demande permis et puis il ne pas faire rien avec lui, il joue les zones parce que là bas on nous permis dans zone, on pas capable de l'autre monde permis dans la même zone encore. Donc, il joue les sites là. Mais en termes d'exploitation, question minière, surtout question sable dans monio, des fois, est-ce que le bureau des mines a un contrôle en fait dans la question exploitation et monio, Jean Monio a exploité, par exemple, on prend la boule. Est-ce que le bureau des mines a un contrôle? Bon, bien sûr que nous avons un contrôle de tout côté qu'a exploité dans le pays. Mais gain contrôle là, c'est une, mais faire respecter la loi qui est applicable là, sur l'autre. Parce que la loi fait obligation à tout le monde qui voulait exploiter une carrière sable, autorisation pour le permis d'exploitation. Donc, le permis, la loi a dit dans quelles conditions pour exploiter matériaux.
Maintenant, il y a une série de monde qui prend licence pour exploiter une zone qui n'a pas de permis. Donc, c'est des exploitants qui sont illégaux. Ils prennent licence et puis ils n'ont pas de permis. Non, il y a de qui prennent liberté, pas licence. Ils prennent liberté pour exploiter la zone sans que pas de permis. Maintenant, le bureau des mines arrive dans la zone, il contacte l'exploitant, il dit est-ce que ou en règle avec le bureau des mines d'énergie, il constate que il n'a pas de permis d'exploitation. Donc, il fait une injonction pour suspendre l'exploitation. Nous venons avec le juge de paix pour faire constat que son exploitation est illégale. Et dossier, nous remettons la justice avec la police pour les suites de droit. Okay. Parce que le bureau des mines sont institutions techniques. Nous n'avons pas de force coercitive. Pour si on a exploité une carrière mal, il n'a pas de permis, nous dressons procès avec un juge de paix et nous soumettons le dossier à la justice. Maintenant, c'est la justice pour poursuivre mon nom. Ce n'est pas nous-mêmes, mais nous là seulement pour nous faire inspection et rappeler à la justice. Dans le même, il y a des zones qui sont très mal exploitées et c'est de façon illégale. Bon, ce qui veut dire qu'avec faiblesse de l'État, donc presque toute institution n'a pas rempli le rôle pour jouer. Ok. Et en regardant l'autre facette, nous avons toujours des gens qui disent toujours, ou du moins depuis nous lever dans des dit ça, Haïti sont une zone qui gagne pétrole. Cartographiquement, est-ce que vous êtes capable de dire population, mais qui zone qui est déjà identifiée, qui gagne pétrole, qui gagne gisement, qui gagne l'eau, tout ça? Bon, pétrole, c'est une substance qu'on joue à très grande profondeur dans la terre. Le style de roche, sur des réservoirs pétroliers, qui est très profond. Et pour mettre en évidence, il faut faire des forages. Les forages là sont trous qu'on fait qui permettent d'aller en profondeur pour découvrir le pétrole. Et une fois qu'on tombe sur le pétrole là, eh bien, là, pour remonter en surface, on a un échantillon, on est capable d'évaluer la quantité de pétrole, ou évaluer la qualité de pétrole là, et nous sommes capables de dire que nous avons une réserve pétrolière qui vaut tant comme. Dans l'histoire de recherche pétrolière qui commençait en 1939 dans le pays, jusqu'à présent, il a fait 11 forages pétroliers. Il a fait sous terre, il a fait dans la mer. Et dans 11 forages, il n'y a pas jamais qui tombé sur nappe pétrole. Dans le forage là, il est capable de voir des indices, des gaz. Mais tomber sur nappe pétrole qui dit que là, nous avons un réservoir pétrolier que nous sommes capables d'évaluer, ça ne peut jamais faire. Okay. Maintenant, nous sommes capables de dire que, géologiquement parlant, conditions réunies pour gagner des nappes pétrolières, mais le forage n'a pas allé suffisamment en profondeur, à la profondeur qu'il faut, pour que nous tombions vraiment sur nappe pétrolière. Donc, nous ne sommes pas capables de dire qu'il y a un pétrole en Haïti. Okay. Parce que nous pouvons parler des gaz. Même gaz là, nous sommes capables de traverser une couche de gaz, mais ce n'est pas un gisement qui est économiquement exploitable. Parce que l'angéologue parle de réserve pétrolière, ça veut dire que la zone est évaluée qualitativement et quantitativement et nous fait des études qui montrent que nous sommes capables d'exploiter de manière économique, de manière rentable. Okay. Parce que nous sommes capables de tomber sur une couche pétrole ou une couche gaz, mais l'investissement pour le faire pour exploiter là, la trop par rapport à la quantité de gaz qui existe dans la terre. Donc, ça ne vaut pas la peine. Mais non, nous devons dans le cadre d'échange, parce que nous connaissons toujours des cafés politiques, ils disent mais comment ils peuvent exploiter la question mine pétrole en Haïti en cas de deal avec les gens qui ont moyen pour ça. Non, mais les gens qui ont moyen lui-même, c'est un gros investissement que lié. Si la réserve n'est pas suffisante, si l'exploitation n'est pas rentable, comparativement à cob que le pral mettre pour l'exploiter là, ça ne va pas intéresser. Donc, ça parle de gisement économiquement rentable. Or, l'État haïtien, pour que jamais mette en évidence un gisement qui est économiquement rentable. Et l'expérience que vous avez faite sur Duvalier, lorsque vous tapez question Miraguad, je crois, n'est-ce pas? Vous avez fait une étude sur question. Mais tout ça, c'est recherche qui t'a fait. C'est recherche, c'est prospection. Et compagnie ils vont. C'est compagnie Renault. Non, Renault, c'est bauxite. C'est pas pétrole. Okay. C'est pas pétrole. C'est deux bails différents. Parce que Renault, c'est même, ils ont exploité bauxite. Qui n'est pas une substance pétrolière, c'est une substance métallique. Parce que le bauxite, c'est aluminium pour tirer là-dedans. On parle de recherche pétrolière. Donc, il y a un paquet de compagnies qui viennent en Haïti, ils font des forages pétroliers, ils ont une licence permis pour faire recherche, mais ils ne peuvent pas jamais aller jusqu'au bout avec la recherche, ils ont toujours quitté la route parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour aller en profondeur ou bien résultat négatif. Donc, ils ont quitté, ils ont abandonné le permis à y aller, mais nous ne sommes pas capables de confirmer que
et en Haïti, il y a des nappes pétrolières qui sont économiquement exploitables. Nous ne sommes pas capables de dire tout que pas de pétrole dans la bataille parce que les recherches pour jamais démontrer effectivement que soit gain ou pas Nous gain. ne sommes pas capables ni confirmer ni infirmer l'existence pétrole. Mais géologiquement parlant, nous sommes capables de dire que nous avons un environnement qui est favorable à la nappe pétrolière, mais il faut que des recherches suffisantes faites et à la profondeur voulue pour que nous mettions en évidence la nappe pétrolière. Mais tout autant que nous pouvons étudier ça, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons pétrole en Haïti. En réponse des exigences du métier de journalisme, comme dans d'autres métiers ou professions à interaction humaine, l'Institut technique de communication dans les médias vous apporte un programme de formation en journalisme de niveau professionnel d'une durée d'1 an sur plusieurs ordres. Ordre intellectuel, ordre méthodologique, ordre personnel et social, ordre de la communication. Ce programme vous permettra d'avoir la possibilité de poursuivre votre cursus dans des contextes différents et selon une pédagogie adaptée et d'obtenir un diplôme officiel attestant d'une formation qualifiante qui vous prépare au marché du travail. Il s'agit d'une importante source de motivation de continuer à apprendre tout au long de votre vie. Conditions d'admission au programme: Bac 2 obligatoire, connaissances de base en informatique, être capable de faire une présentation orale en public, avoir du matériel de base, équipement audiovisuel. Si vous êtes intéressé, soumettez votre candidature par courriel ou email à écolevisioncommunication@gmail.com. Merci parce que toujours nous en compagnie ou s'entendez en pile belle bagaille là oui, de ça que vous pas connaît. Ça fait que nous venons ensemble avec techniciens, c'est lui-même qui placé pour venir nous des bonnes informations quand il s'agit de questions naturelles parce qu'il est placé pour ça. Et nous parlons l'autre phase ensemble avec lui qui c'est question risque, question toujours encore question exploitation parce que dans 5 dernières années qui sont passées là, en pile bagay été dit dans question exploitation, il y a des gens qui disent il y a un côté yo découvrir moun qui a fouillé, qui a bouti bagay ensemble avec lui. Et surtout en 1994, les Américains ont débarqué, nous avons qu'on a pris un terme dans ça, il y a pile moun qui dit c'est là, c'est là. Et dis-nous directeur, toujours encore dans question cartographie, est-ce qu'on a exactement dans quelle zone moun capable nous-mêmes nous découvrir. Est-ce que on zone tant coup dans aéroport au Cap Haïtien en bas qui parle déboucher sur du Cap là, est-ce que bureau des mines découvrir là parce que gain pétrole, gain pas pétrole, gain mine là-dedans. Bon, il y a des recherches qui sont faites en Haïti entre 1973 et 1993 pendant 20 ans par l'État haïtien avec collaboration Nations Unies et quelques agences bilatérales. Pendant 20 ans, nous avons fait un pile de recherche minière dans le pays d'Haïti. Et nous sommes arrivés à évaluer le potentiel minier. On a parlé de substances métalliques. Nous nous rendons compte que presque toutes les substances métalliques, tant que l'or, cuivre, c'est dans le nord qui est le plus concentré. Pour une raison qui est bien simple, parce que la zone nord-là a un environnement géologique qui est favorable à l'existence de ce genre de substances. Donc, je mettais en évidence un couloir de minéralisation, c'est-à-dire une zone qui a près de 500 km de long, qui traverse nord-ouest, nord et nord-est, et qui allait jusqu'à la République dominicaine. Et c'est dans le couloir ça que ou presque joignent toute substance métallique tant que l'or avec cuivre. En République dominicaine, un gros gisement l'or qui est découvert, qui est les Pueblo Viejo, qui a 558 tonnes d'or là-dedans. Et ces gisements sont exploités par la première compagnie minière mondiale au monde, qui est les Barrick Gold. Et c'est l'exploitation qui permet que
la République dominicaine augmenter le PIB. Donc, il y a une croissance qui est très importante. Mais si nous-mêmes, l'État haïtien, nous fait étude ça, nous avons toute quantité de kilomètres de l'eau que nous gagnons, pour que ça nous pas fait même choix ça tout. Non, attention. Avec ces mêmes choix. Parti Saint-Domingue, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons recherche là, c'est Saint-Domingue qui fait, dominicain qui fait recherche par là. Nous avons une étude qui fait du côté haïtien, étude du côté dominicain. Donc, un couloir qui traverse l'île, le massif du Nord. Et du côté dominicain, un gros gisement d'or que les Dominicains ont exploité. Maintenant, du côté haïtien, recherche a révélé que dans le même couloir, ça a un paquet d'indices et gisements d'or qui te gagnent. Indice là, c'est une zone côté que on va voir l'or, on va voir cuivre, mais il n'est pas évalué. On va voir quelle quantité qu'on gagne. Pas des études qui sont faites de manière très poussée. Mais par contre, pendant 20 ans, ça, nous évaluons certains indices qui viennent tourner un gisement et nous sommes capables de dire qu'il y a 4 ou bien 5 zones dans la zone qui sont capables vraiment d'exploiter de manière économique. Okay. Qui zone que c'est la zone Milo, un gisement d'or qui est dans Mon Bossa. Okay. C'est la zone Grand Bois qui est dans les hauteurs de la ville du Lembe, vous passez par Kankock, donc où un deuxième gisement d'or. Il y a la zone Trou du Nord, Terrier Rouge, où un gisement cuivre, la zone qui est Douvray et Blondin. Et l'autre gisement d'or, la zone Faille B, qui est capable d'exploiter encore. Donc, ça fait 4 ou 5 gisements d'or. Maintenant, au gisement d'or, il est considéré de taille internationale lorsque réserve là, supérieure à 3 millions d'onces d'or. Une once d'or, ça fait à peu près 31 grammes d'or. Et prix or là, sur le marché international, once là, c'est 1200 entre 1300 $ l'once. Donc, à partir du moment que vous évaluez ou réserve la zone au gisement, réserve là supérieure ou égale à 3 millions d'onces d'or, eh bien, compagnie minière est considérée comme un gisement de taille internationale. Mais pour qui ça, combien comme ça capable de coûter l'État haïtien et pour faire une étude approfondie ou bien pour exploiter et gisement ça? Non, étude approfondie à fait. Puisque pour tout gisement ça que nous cité, par exemple, Mon Bossa, réserve d'après l'étude que nous faisons, eh bien, il n'a pas dépassé 200 000 onces d'or. Donc, il est loin de 3 millions onces d'or là. Donc, c'est un petit gisement d'or qu'on est capable d'exploiter pendant 4 ans, 5 ans. Grand Bois lui-même, il y a 400 000 onces d'or. Ah, il dépasse. Non, il est encore inférieur à 3 millions d'onces d'or. Faille B, il y a 400 000 onces d'or. Ensuite, au grand gisement cuivre, qui est encore beaucoup plus élevé, mais nous ne pouvons jamais vraiment tomber sur un gisement d'or de taille internationale. Or, les grandes compagnies minières, ça qui intéresse, c'est de gros gisements pour que l'œil entre dans le pays, là pour 25, 30 ans, 40 ans. Donc, au gisement qui a été exploité pendant 4 ans, 5 ans, sont petits gisements que liés, un gros investissement qui va le faire. Donc, c'est peut-être petite compagnie capable d'intéresser à exploiter gisement ça. Maintenant, mais pour les capteurs d'eau là à Soyan là, il est capable de dire comme ça que grand pile monde qui méchant, les a parlé de Haïti, Jean Haïti son pays qui grand pile là-dedans pile là-dedans. Effectivement, il y a là. Puisque me dis que Mon Bossa gagne là, Grand Bois gagne là, Faille gagne là, Cédrène côté que tu as exploité gagne là. Mais attention, ça le vaut. Mais c'est ça même là. Qui quantité? Effectivement, l'homme, on profane a parlé de bagaille ça. Par contre, ça l'a dit, il dit que gagne l'or. C'est vrai, mais ça le vaut. Un bon exemple. Information que qu'on bail, il pas jamais complète. Par exemple, l'or prend Mon Bossa côté que gisement d'or. Mais il y a presque 3-4 millions de tonnes de minerais. Mais ce n'est pas 3-4 millions de tonnes d'or. C'est 3 à 4 millions de tonnes de minerais sur terre qui gagnent l'or là-dedans. Mais pour information complète, il faut dire que 3 à 4 millions de tonnes, il faut avoir teneur. C'est-à-dire que dans chaque tonne, on va avoir 2 grammes ou bien 1 gramme d'or. Donc, l'on parle de l'Américain qui t'a exploité l'Altevini en 1994. Pour prendre une tonne, une tonne, ça veut dire que c'est comme si on prend un camion de 5 mètres cubes, un camion sable, ou plein de terre. Mais en dedans terre ça, en dedans camion ça, on est capable de retirer seulement une once d'or, c'est-à-dire 31 grammes. Donc, l'eau a dilué en dedans terre, il ne faut pas confondre minerai avec métal là. Donc, pour extraire une once d'or, il faut remuer au moins
une tonne d'or. Donc, c'est un gros travail que lié. Donc, qui sont capables d'exploiter un gisement comme ça, l'or mettre dans un sac, un sac là, qui quantité de l'or va venir dans un sac là. Donc, c'est sûr que les Américains ont besoin, l'armée américaine a besoin de terre pour te mettre dans un sac, pour te faire mettre la protection, pour te protéger tes têtes. Mais à partir du moment que on monde dans zone que on monde a mettre terre dans un sac, c'est une exploitation qu'on va faire. Oui, ça même. À partir du moment que une compagnie minière ou blanc a monté descendre dans la zone, il a fait des puits, il a pris échantillon, mettez dans le sachet, dans le sac, pour aller analyser dans le laboratoire pour connaître qui ça qui est dans la zone, puis même c'est exploitation. Pas oublier que Reynolds Haitian Mines, qui est une compagnie qui a exploité l'aluminium dans le pays, à bauxite, eh bien, il a exploité bauxite là de 1957 à 1982, pendant 25 ans. Mais avant qu'on commence l'exploitation en 1957, il a fait 12 ans à faire recherche. 12 ans après échantillon pour analyser. Puis créer infrastructure, faire route, mettre usine. 12 ans. Mais pendant 12 ans, ça, ce n'est pas exploitation. Donc, Haïtiens lui-même pensaient que dès que Blanc débarquait, ils prennent l'échantillon, ils exploité, ils volé mine. Mais phase préalable à l'exploitation, c'est la recherche. Il faut qu'on ait exactement ce qu'il y a en terre. Et ça prend plus de temps. Mais est-ce que l'État haïtien a une politique pour ça même? Bon, bien sûr, c'est l'État qui va le permis. Et l'État a suivi. L'État a un laboratoire, tout, l'a analysé même gens avec compagnie, soit joindre. Donc, il y a un suivi qui fait de pas à pas de ça que la compagnie a fait. Il y a des contrats qui signent, il y a des clauses que on suivre pas à pas pour connaître que la prospection, la recherche, le titre minier qu'on accorde à la compagnie en suivant la loi minière là, eh bien, ça l'a fait exactement. Et on doit arriver, la compagnie a fait 5 ans, 6 ans à faire recherche, et puis il dit que bon, ça ne vaut pas la peine. Il ne peut pas faire rien. Il va le faire autre. Mais entre-temps, il dépensait plusieurs millions de dollars dans la zone. Et il bat l'État haïtien un rapport sur la zone. Et puisque l'État haïtien lui-même n'a pas de moyens pour faire recherche ça, donc c'est une information que l'on connaît. Et il tout connaît pour ne pas investir là encore pour faire recherche. Donc, on regarde pour nous, il y a un autre paramètre qui est le risque naturel. Et comme Bureau des mines n'a pas avancé ensemble avec les phénomènes naturels, surtout nous connaissons que nous avons une série de zones qui ont des failles et nous prenons un tremblement de terre là qui toujours été dans la mémoire haïtienne et question aléa et climatique, comment ça et comment études va avancer. Bon, là encore, Bureau des mines il a des attributions propres parce que Bureau des mines c'est une institution qui occupe de géologie et des risques géologiques. C'est des risques qui ont un rapport avec la géologie. Parce qu'il y a un risque géologique, l'on prend un tremblement de terre, l'on prend un volcan, l'on prend par exemple un mouvement de terrain, c'est des risques géologiques qui ont un rapport avec la géologie. Mais l'on prend un cyclone ou prend encore changement climatique, c'est des risques hydrométéorologiques qui ne peuvent pas entrer dans l'attribution du Bureau des mines. Parce que le Bureau des mines est intéressé à tout ce qui est géologique. Par exemple, cyclone, avec un corollaire, c'est l'inondation. Donc, un changement climatique, ce qui est des risques hydrométéorologiques, il y a un centre national de météorologie, il y a l'agriculture qui est occupé de cyclones de Baïtan. Parce que il y a des risques d'ordre météorologique. Il n'y a pas de failles sismiques. Qui concernent la climatologie, par exemple la sécheresse. Tout ça concerne la météorologie. Donc, le Bureau des mines n'est pas intéressé à la météorologie, à des risques d'ordre climatique. C'est ordre géologique. Donc, depuis qu'il y a une faille de côté qui nous cassure de l'écorce terrestre, donc faille, ça a une possibilité pour le déformer, pour le des tremblements de terre. Or, tremblement de terre là, c'est un phénomène géodynamique interne qui concerne la géologie. Donc là, nous concernés par les mêmes. Donc, là, on parle de risques naturels. Il y a plusieurs institutions qui sont concernées par risques naturels. Nous-mêmes, nous concernés par des risques géologiques. Côté qui y a faille, on a identifié faille parce que faille a un rapport avec la formation géologique. Est-ce que nous identifions? Nous identifions faille majeure parce que faut des gros laboratoires de recherche pour identifier toutes failles qui gagnent. Dans l'ouest, là, combien nous gagnons? Une faille majeure, nous identifions faille majeure. Donc, une faille majeure qui traverse toute presqu'île du Sud, là, depuis la zone fond parisien, et puis il traverse, aller jusqu'à la pointe Tiburon, la pointe de presqu'île du Sud. C'est une faille qui fait à peu près 250 km de long. Et cette faille, d'après des études que nous faisons, des mesures de géodésie spatiale par GPS, qui montraient que la faille a déformé à une vitesse de 8 mm par an. Donc, compte tenu de la dernière fois que le tremblement de terre a été fait dans le pays, pas en 2010, mais avant,
Donc, c'est une zone de faille qui est capable de bailler des tremblements de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Donc, c'est ça qui intéresse nous. Maintenant, il y a des études qui ont fait tout, qui ont identifié les failles secondaires. Et il y a un pile failles secondaires que nous commençons à identifier. D'ailleurs, le 12 janvier 2010, le tremblement de terre n'a pas de fait sous faille principale, ça, ce sont failles secondaires. Ce qui veut dire que failles secondaires, dépendamment de longueur, dépendamment de degré d'activité, sont tout aussi dangereuses que failles majeures principales, parce qu'il y a une possibilité pour bailler de gros tremblements de terre. Si ça dépend du 12 janvier, et son petit goûter le thé ou du moins? Il n'y a pas un petit goûter, sont failles que nous ne connaissons pas, qui étaient cachées en bas terre, parce qu'il y a un paquet de failles qui sont cachées que nous ne connaissons pas. Il faut que nous mettions en évidence. Donc, ce sont failles qui ont un potentiel de magnitude 7, parce que le 12 janvier, le tremblement de terre était 7, sur l'échelle de Richter. Donc, il y a l'autre faille encore qui est dans le nord, qui a un potentiel les mêmes, qui a une magnitude qui est capable d'aller jusqu'à 8. Or, il y a une différence entre 7 et 8. 8 là, 30 fois plus fort que 7 là. Mais nous disons que dans une époque, ça, il y a qui était passé Chili, qui était plus haut que nous-mêmes, mais qui a fait moins de dégâts, et puis tandis que nous-mêmes, tout dégâts qui fait dans la capitale là. Il fait moins de dégâts parce que dans le domaine de la gestion des risques, surtout le risque sismique, il y a une menace là qui est tremblement de terre. Donc, menace là, même barre de tous côtés. C'est faille qui bat tremblement de terre. Donc, au Chili, qui est situé sous plaque Caraïbe, sous plaque qui a déplacé tout, donc il y a une possibilité pour qu'il y ait tremblement de terre. Même en Haïti, il y a une possibilité pour qu'il y ait tremblement de terre. Donc, les scientifiques n'ont pas trop d'action sur ça. Mais côté qui est capable d'agir, c'est sur la vulnérabilité. Vulnérabilité des enjeux. Leur gérer enjeux ou gérer vulnérabilité, donc ou capable de réduire l'impact tremblement de terre là sur les vies et les biens. Donc en Haïti, nous pas gérer vulnérabilité par nous, donc dégâts étaient considérables. On a 300 000 morts. On pas de cas qui étaient tombés. Chili lui-même lui prend 8,8 qui peut être 50 fois plus fort que ça qui est passé en Haïti. Il y a moins de dégâts parce que Chili a une pratique de gestion de vulnérabilité. Et ça fait que il y a moins de dégâts. Mais nous avons travaux publics identifié une série de cailles par différentes couleurs. Mais quand il y a toutes les cailles, ça yo tourné, même j'ai encore, mon avis dans yo sans que vous parlez cailles à terre. Mais non seulement pied cils. Est-ce que nous-mêmes nous avons un droit de regard sur gens moun a construit pour respecter les questions sismiques là? Non. Encore une fois, il y a différentes institutions dans le pays, chaque a un rôle par eux. Nous-mêmes, en matière de gestion des risques, nous avons pour identifier les failles, identifier les menaces, étudier le sol pour nous connaître qui est que le sol ça après réagir face à onde sismique. Maintenant, pour ce qui a trait à permis de construire, ce n'est pas Bureau des mines, c'est mairie avec travaux publics. Maintenant, après 12 janvier, vous avez mis rouge, vert, jaune sur le caillou pour qui te permettre que les gens qui sont dans la rue, si c'est rouge, donc vous n'êtes pas capable d'entrer dans le caillou, c'est à refaire. Si c'est jaune, vous êtes capable d'entrer là-dedans, moyennant que vous portez quelques corrections pour renforcer le caillou. Mais si c'est vert, sautant dans la rue, vous devez entrer là-dedans parce que le caillou n'a pas gagné. Donc, c'est une façon pour te faciliter les gens. Maintenant, si il y a des gens qui entrent dans le caillou, qui ont jaune sans que pas renforcer, ou bien encore le il y a un rouge là-dedans, il était très affecté. Et mon entrée là-dedans, ce n'est pas la responsabilité du Bureau des mines. C'est l'instance qui a contrôlé, permis de construire, et l'État qui a géré vraiment, après 12 janvier, il y a un secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres, qui a géré le risque tout. Est-ce que qui politique qui était gagné après 12 janvier pour que tu empêches les gens vraiment d'entrer dans le CAISA? Qui politique de logement, qui politique d'infrastructure que nous avons pour nous mieux gérer la vulnérabilité? Ok. Nous connaissons que le bureau, il n'est pas seulement concerné les mines, mais concerné l'énergie, parce que c'est le bureau des mines et l'énergie. Est-ce que le bureau, de consensus avec l'État, nous avons une politique d'énergie dans le pays? Bon, là encore, le bureau des mines a une attribution sur l'énergie à tout. Mais malheureusement, il y a une pile d'institutions dans le pays qui occupent le même phénomène, la même énergie. Par exemple? Bon, EDH. Depuis nous parler d'énergie en Haïti, c'est EDH. Mais EDH lui-même, il est là pour commercialiser, qui est sous tutelle des travaux publics. Donc, c'est le ministre des Travaux publics là, qui gère EDH. Mais EDH lui-même, c'est vendre courant, c'est bail courant. Oui. Maintenant, là, on a parlé de l'énergie, ce n'est pas le courant seulement qui gagne, c'est gérer les ressources énergie. Maintenant, qui est différent
alternative en énergie qu'on gagne. Ou gagne énergie thermique. Si l'on mettait un moteur qui a bon courant. Avec chaleur. Ou gagne énergie éolienne. C'est là qu'on utilise vent pour boire énergie. Ou gagne énergie solaire. C'est là qu'on utilise soleil là pour boire énergie. Gagne l'hydroélectricité. C'est là qu'on utilise de l'eau dans la rivière ou transformer de l'eau en on mettait des turbines pour boire hydroélectricité. Ensuite, l'autre forme d'énergie encore, c'est la biomasse. Qui est utilisée, tant que bois avec charbon de bois, qui est utilisé pour la cuisson domestique. C'est eux-mêmes qui est utilisé pour faire manger. Par exemple, dry cleaning, ou bien encore toute autre industrie qui utilisait source d'énergie pour faire la cuisson, ou bien encore pour boulangerie, dry cleaning. Pour me dire que 72%, 75% des sources d'énergie en Haïti, c'est le bois et le charbon de bois. Qui va avoir un impact très important sur le bassin versant, parce que le bois, l'on coupe ou pas remplacer, on va avoir des forêts énergétiques. Et bien finalement, on va avoir un pays qui n'a pas de couverture forestière encore, qui va faciliter l'érosion et la sédimentation, qui est un problème très sérieux pour l'environnement pays. Ça veut dire qu'en termes d'énergie dans le pays, c'est comment ça y est? Bon, en termes d'énergie, nous disons ça, 75% des sources d'énergie, c'est le bois et le charbon de bois. Ce qui veut dire sources alternatives d'énergie, ils ne pas tellement utilisées. Donc, Bureau des Mines lui-même est là pour faire promotion de sources alternatives, donc l'énergie solaire, l'énergie éolienne, nous faisons des études. Nous faisons statistiques énergétiques. Donc, c'est intéresser l'État, investir dans des types d'énergie autres que l'énergie thermique. Donc, nous avons parlé de différentes institutions. Par exemple, l'ANTPTC, une cellule énergie, qui presque a fait même bagaille avec énergie dans le Bureau des Mines. Et qui sous-compte encore travaux publics. Agriculture, c'est lui-même qui est occupé de l'affaire de pied-bois, de bassin versant. Donc, café énergie aussi. Biomasse, c'est lui-même. Ministère de l'Environnement, il y a un rôle pour le jouer, parce que c'est lui-même qui a géré l'environnement pays. L'eau a coupé pied-bois pour faire charbon de bois, ou a détruire l'énergie, donc c'est le ministère de l'Environnement. Donc, il y a un paquet d'institutions. Maintenant, qui est-ce qui est là pour faire une politique énergétique? Donc, c'est l'institution qui a occupé de l'énergie. Bureau des Mines et d'énergie, avec l'autre partenaire, t'a proposé une politique énergétique qui n'est pas jamais appliquée. Parce que même l'offre une proposée politique là, mais il faut un consensus sur les mêmes. Et l'État ici, le gouvernement dit que je valide, je accepte et je applique. Donc, document là, mais il n'est pas jamais validé par les instances décisionnelles, ce qui veut dire qu'actuellement, nous n'avons pas une politique énergétique dans le pays. Bien que c'est qu'hier, avec le nouveau gouvernement, la feuille de route que le Premier ministre a demandé pour chaque ministère gagné, donc la feuille de route là, à toute institution qui a occupé de l'énergie, il a demandé formellement pour élaborer une politique énergétique. Donc c'est qu'hier, il peut faire une politique énergétique, mais pour ça faire, il faut que vous réunissez toute instance qui a occupé de l'énergie pour que autour d'une table, il y ait un consensus qui fait, pour que une seule institution qui occupe de l'énergie, et de l'institution ça pour sortir une politique énergétique que le gouvernement n'est pas capable d'appliquer. Ok, très bien. Et nous connaissons que la majorité des institutions dans le pays ont toujours des partenaires. Est-ce que le Bureau des Mines a des partenaires internationaux qui ont aidé et comment le budget du Bureau des Miniers? Est-ce que nous satisfaisons des budgets nous en fonction de attentes nous, ça capte nous sur le terrain? Bon, nous avons des partenaires nationaux. Parce que l'institution nationale n'est pas jamais capable de travailler pour compte lui, parce que les liés, ils ne c'est l'un avec l'autre, bien que l'attribution est définie, mais il y a des côtés arrivés ou besoin de l'autre institution pour le relais. Donc nous avons des partenaires nationaux, tant que le ministère de l'Environnement. Là, pour nous avoir un permis d'exploitation dans la zone, il faut que nous ayons une objection du ministère de l'Environnement qui demande aux exploitants une étude d'impact environnemental, donc qui garde est-ce que conditions environnementales réunies pour que nous soyons capables de permis d'exploitation. Donc, tout autant que nous n'avons pas non-objection du ministère de l'Environnement, nous ne sommes pas capables de délivrer permis d'exploitation. Donc, le ministère de l'Environnement, c'est un partenaire incontournable. Nous avons CNIGS qui est là pour la gestion de l'information géospatiale. Tout ça va faire en matière de mines, en matière de cadastre minier. L'information, c'est sous carte comme tel. Donc, nous avons des modèles numériques de terrain, ou des images LIDAR, des images satellites. Donc tout ça, c'est avec CNIGS que nous voyons. Ou bien les redevances fiscales. Eh bien, soit fixer une taxation, ou bien des procédures de redevances
de taxes minières, des éco-redevances. Ce n'est pas le bureau des mines qui fixe combien que telle compagnie a payé en termes de taxes. Donc, il faut que nous relions avec le ministère de l'économie et des finances, qui a géré la fiscalité en général et la fiscalité minière. Si par exemple, produit on va exporter à l'extérieur, on va exporter, ou gain douane, ou gain ministère du commerce, donc gain franchise, gain droit de douane pour gagner, donc tout ça encore, ou gain des relations avec le ministère du commerce. Donc gain des relations privilégiées avec certaines institutions que nous favorisons, et gain des relations tout avec des institutions internationales, donc la Banque mondiale, ou gain OLAD, ou gain la Banque interaméricaine de développement, en matière de risque sismique, ou gain USGS, qui est le service américain qui occupait de gestion sismique tout à travers le monde. Donc, nous établissons de très bonnes relations avec l'institution. Maintenant, en termes de budget, c'est l'État haïtien qui bat nos budgets. Maintenant, c'est bien malheureux que le secteur minier, en tant que secteur primaire avec l'agriculture, eh bien, il n'est pas vraiment bien logé pour joindre des ressources qu'il faut, parce que nous intervenons sur plusieurs axes. Axe géologique, axe mine et carrière, axe énergétique, et axe des risques géologiques. Donc, pour tout axe, combien de cob que nous avons par an pour nous, non seulement payer personnel, non, mais pour nous fonctionner tout, pour nous travailler, nous n'avons pas plus que 53 millions de gouttes, ce qui représente 0,05% du budget national. 0,05% par rapport à l'agriculture, qui est l'autre pilier dans le secteur primaire, là, eh bien, il ne représente rien. Donc, ressources, le bas, 86% c'est salaire pour payer les gens. Et on vivre dans l'institution, 38% c'est des gens qui méritaient à la retraite. Donc, manque de formation, manque de personnel technique. Donc, c'est une institution qui a un paquet de problèmes, qui n'est pas capable de répondre à l'attribution, qui n'est pas capable de faire le travail que demande de faire, parce qu'il manque de ressources humaines, il manque de ressources budgétaires. Donc, le Trésor public n'a pas suffisamment de fonds pour qu'il fasse des recherches. Parce que le Bureau des mines et des énergies, c'est une institution technique. Il est là pour faire des recherches. Il est là pour veiller à ce que, si on a une exploitation minière, eh bien, l'exploitation faite dans de très bonnes conditions. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont qualifiés pour faire suivi opération. Suivi exploitation carrière. Il faut être capable de proposer des plans d'exploitation. Il faut qu'il y ait des ingénieurs miniers, il faut qu'il y ait des géologues, il faut qu'il y ait des géologues pétroliers, il faut qu'il y ait des géologues spécialisés en risque géologique. Au monde, nous pas tellement gagner, il faut gagner corps pour payer. Et les ressources que nous gagnons pas permettre de nous faire face à toute attribution. Merci. Alors déjà, si vous avez un dernier conseil à l'égard de tout profane qui toujours a parlé de façon que a fait concernant les ressources naturelles, nous c'est qui ça là? Bon, je dis un pile bagaille sur ce pays. Je dis que nous avons roulé sur l'or, nous avons pétrole, nous avons iridium, nous avons toute qualité de bagaille. Bon, tout le monde a droit à la parole. Tout le monde a droit à venir dans la télévision. Il dit que mais ça, mais ça, lit, il y a une compréhension par eux. Mais pas oublier que l'État n'est pas capable de fonctionner à partir de tout ça que tout le monde a dit. Il y a une institution qui est là, qui a un mandat, qui a une attribution pour faire recherche. Et c'est lui-même qui est officiellement là pour bailler exactement information sur les ressources. Donc c'est la voie autorisée qui est capable de dire exactement qui ça que le pays a gagné. Donc, le journaliste a besoin d'informations sur les ressources pays, sur les réserves, sur ce qui a passé, sur les compagnies qui ont exploité, sur le type d'exploitation, eh bien, que vous consultez le bureau des mines qui voit autorisé pour avoir information et nous fait avec la stricte transparence parce que nous sommes là pour avoir information, nous ne sommes pas là pour nous mentir, nous sommes là pour nous informer la population, nous sommes là pour nous définir l'orientation politique du gouvernement et nous fait dans de très bonnes conditions. Merci DG. Nous sommes ensemble avec les DG. Là, sont institutions qui sont malades. Et c'est comme ça lié pour tout DG qui passe sur les plateaux là, les a fait un état des lieux de boîte qui est même là, boîte là, l'État supposé reconsidérer. Et c'est tout payant qui t'a dû reconsidérer. C'est qui importance émission ça qui c'est code 2 sous télévision pour l'Storm TV. Tout l'autre DGO, espace-temps c'est pour vous. Nous disons merci parce que vous êtes chita devant l'écran la caillou pour suivre l'émission ça. C'est toute une équipe qui te permet l'émission ça c'est possible pour te rentrer la caillou. Nous avons gagné Dimitri Jordani qui était derrière la caméra. Nous avons gagné Mania
Nelson qui était dans la région, et puis nous avons gagné la Rose Nathalie qui était maquillée nous. Et pour l'espace santé gagné Jean-Well, il faut que tu aies Evans qui était là ensemble avec l'autre amis pour te permettre l'espace santé bien en forme. Nous disons merci parce que tu as nos compagnies. Nous allons. Nous allons retourner encore un autre jour. Merci. Code 2, pour vous permettre de mieux appréhender les aspects culturels, organisationnels, politiques, sociolinguistiques des institutions publiques haïtiennes. Code 2, pour faire comprendre les impacts de ces aspects sur le déroulement des affaires et du développement territorial, pour être capable d'identifier et de comprendre l'encadrement étatique et sociologique déterminant le fonctionnement de l'institution. Code 2, une émission d'analyse et de débat ordonné dont l'objectif est de persuader par des arguments posés et raisonnés. Code 2 ne se limite pas à une confrontation habituelle de plusieurs points de vue à propos d'une question controversée, mais il est bien structuré de manière à ce qu'il présente une opinion éclairée. Code 2, une émission pour aller chercher l'information chez ceux qui la possèdent, pour la transmettre aux téléspectateurs, pour les instruire par la réflexion et le dialogue. Code 2, à suivre à l'antenne de la Storm TV, chaîne 2, soyez toujours des nôtres.